Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce lundi, un double événement, l'inauguration du siège de CDCCI Capital, une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, et le lancement officiel d'un nouvel instrument économique pour faciliter des investissements à long terme. Toutes les précisions en début de journal. C'est une maladie génétique très répandue qui se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. La drépanocytose, problème majeur de santé publique, touche 12% de la population ivoirienne. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée aujourd'hui, le ministère de la Santé insiste sur le dépistage et la prévention. Et puis à l'étranger, les Maliens ont voté hier 18 juin à l'occasion d'un référendum sur une nouvelle constitution. Les résultats sont attendus dans les 72 heures, malgré la présence de quelques observateurs internationaux. L'insécurité a empêché le vote dans certaines localités. Nous en parlons dans ce journal avec le journaliste spécialiste du Sahel qui sera en duplex en fin de journal, Serge Daniel. Tout d'abord, ce soir, un double événement, l'inauguration du siège de CDC Côte d'Ivoire Capital, une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, et le lancement officiel d'un nouvel instrument économique pour faciliter les investissements à long terme et surtout booster les entreprises ivoiriennes, notamment les petites et moyennes entreprises. Les précisions de Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. Les PME et PMI, généralement confrontés aux problèmes de financement, ont désormais un nouveau partenaire financier dénommé CDCCI Capital, dont le siège a été inauguré à la Riviera Beach par le Premier ministre Patrick Achi, représenté par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Après la coupure symbolique du ruban et le dévoilement de la plaque de l'institution, s'en est suivi au Sofitel Hôtel Ivoire le lancement officiel de la facilité d'investissement à long terme en faveur des PME, PMI, start-up et grandes entreprises. Un projet accompagné par la Banque mondiale. Il s'avère que sur base des diverses études et diagnostics qui ont été faits sur la Côte d'Ivoire, le secteur privé en Côte d'Ivoire, il y a le marché ne fournit pas assez de capital à risque ou d'amorçage, en particulier pour les PME, en particulier pour les start-up et en particulier aussi pour les investissements verts qui sont de plus en plus importants. Et c'est pour ça que l'intervention de l'État est justifiée, c'est pour ça que nous, au niveau de la Banque mondiale, nous sommes très heureux de contribuer à ce fonds. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a, au nom du Premier ministre, évoqué les défis auxquels ce nouvel outil devra répondre. Le premier défi, c'est la poursuite de la transformation structurelle de notre économie, c'est-à-dire celle d'une création de richesses et de l'investissement productif principalement porté par le secteur privé. Pour ce faire, il s'agit d'identifier et de valoriser les secteurs porteurs pour notre économie autour d'une dizaine d'écosystèmes hautement compétitifs et d'y faire éclore des champions nationaux tout en faisant bénéficier nos PME et nos jeunes d'un soutien accru, tant en termes d'accompagnement que de financement, via un guichet unique des entreprises. Ce fonds de soutien au développement des entreprises a été initié par le gouvernement ivoirien dans le cadre des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation structurelle de l'économie. C'est près de 120 milliards de francs CFA que le gouvernement a mobilisé auprès de la Banque mondiale pour le financement de ce projet, dont 42 milliards de francs CFA pour la mise en place du CDCCI Capital. Un incident oppose une entreprise de transport privé à la filiale ivoirienne du géant des hydrocarbures, Total Côte d'Ivoire. Son gérant, Yaya Cissé, révèle un accident survenu en 2015 entre les deux structures, né d'une mauvaise qualité d'huile qui a endommagé 35 véhicules de son parc. Les précisions de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Ce jeune transporteur ne sait plus à quel saint se vouer aujourd'hui. Depuis plus de 8 ans, il se bat pour redresser son entreprise de gestion de taxi-compteurs, dont les finances ont été complètement plombées par un incident survenu le 29 mars 2015. Selon lui, le lubrifiant utilisé par le gérant de la station Total, dont il était client fidèle, a endommagé les moteurs de 35 des véhicules dont il avait la gestion. D'abord, ça a commencé par un de mes chauffeurs qui est trop minutieux sur ces véhicules. Dès qu'on fait les vidanges, le matin quand il est venu, il m'a dit, patron, l'huile que nous avons dans ça sent.
Donc, bon, nous, tellement que c'est quelqu'un, il est trop monsieur, donc nous, on appelle ça pour s'amuser, en fait. Là, le monsieur, il avait raison. 3 jours après, il a donné comme goudron dans les moteurs. Pour que l'huile descende là, il faut que tu mettes pétrole. Donc, automatiquement, on est parti directement à la station. Il a fait part de ça. Donc, automatiquement, il a reconnu, ils sont excusés. Donc, ils sont venus voir les véhicules garés. Bien que le gérant de la station et plus tard le directeur général de Total Côte d'Ivoire au moment des faits aient reconnu la responsabilité de leur entreprise dans cet incident, les courriers et autres courses effectuées par Yaya et ses conseils auprès de cette entreprise sont restés jusqu'ici vaines. Aujourd'hui, il crie son ras-le-bol et invite les responsables de Total Côte d'Ivoire à lui payer les préjudices liés à cet incident qui s'élève à plus de 1,4 milliard de francs CFA. Dès que c'est venu, j'ai écrit au gérant d'ici et puis j'ai mis le directeur général en implémentation. On nous a envoyé toutes les photos où ils ont déchargé. On a envoyé toutes les copies où ils ont déchargé dessus. Il m'avait confié quelqu'un qui dit que non, lui, il a un problème de l'appeler. Chaque fois quand il l'appelle, il dit non, c'est un côté juridique, c'est lui qui doit évaluer les préjudices pour qu'il me revienne. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont jamais appelé. Face à la gravité de l'accusation, nous nous sommes rendus dans les locaux de la Direction générale de Total Côte d'Ivoire pour avoir la version de cette partie. En l'absence du directeur général, les autres responsables n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Yaya, lui, se réserve le droit de mener des actions contre les intérêts de cette entreprise si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Si vous manifestez une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection, il y a de fortes chances que vous soyez atteint d'une maladie génétique, précisément la drépanocytose, un problème majeur de santé publique qui touche 12% de la population ivoirienne. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie célébrée aujourd'hui, le ministère de la Santé insiste sur le dépistage et la prévention, comme nous le montrent Moussa Nikiema et Joseph Zécré. La drépanocytose. Maladie génétique répandue mais peu connue du grand public, la drépanocytose touche environ 50 millions de personnes à travers le monde, dont 300 000 enfants. Des chiffres qui imposent davantage de sensibilisation. Notre objectif majeur, c'est la construction d'un centre de prise en charge et de lutte contre la drépanocytose et la leucémie pour pouvoir vraiment alléger la charge des parents parce qu'ils ne sont pas tous nantis. Puis vous voyez toutes ces ONG qui sont là, ça veut dire que notre message a apporté. Les ONG ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour lutter contre cette maladie-là, pour que vraiment elle recule. La Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose est justement une occasion pour marquer le coup et appeler au dépistage précoce. Les statistiques nous disent que 12% de la population présente un trait drépanocytaire. Donc cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est une occasion très importante pour nous de faire de la sensibilisation et puis de faire un point sur les avancées de la lutte contre la drépanocytose dans le monde et particulièrement dans notre pays. Cette journée de lutte est aussi l'occasion de faire le point des avancées, mais surtout des perspectives. Le dépistage est fait par les 2 parents avant la conception d'un enfant. Ça permet d'éviter ces formes de maladies que nous avons et qui sont très éprouvantes pour les malades eux-mêmes et très onéreux pour les parents. Vous avez aussi la prise en charge aussi, qui est accompagnée par l'État de Côte d'Ivoire à travers la mise à disposition des médicaments à la PSP et aussi la réduction du coût des poches de sang. C'est inviter les uns et les autres à se dépister. Parce que vous savez bien que pour le moment, la drépanocytose ne se guérit pas. Nous devons jouer sur la question de la prévention. Et jouer sur la question de la prévention, c'est que amener le maximum de personnes à savoir quel est leur statut en matière de gènes pour le sang. Et à partir de ce moment-là, on peut éviter un certain nombre de choses. En Côte d'Ivoire, 12% de la population est porteuse de l'hémoglobine S, faisant de la drépanocytose un véritable problème de santé publique. Constitué essentiellement de dépistage des enfants âgés de 7 à 12 ans et de messages de sensibilisation, la célébration de cette journée de lutte vient interpeller les populations sur l'importance de considérer cette pathologie. On en vient à l'actualité politique. 3 mois avant les élections municipales et régionales d'octobre prochain, le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi, est revenu sur des anomalies observées
dit-il, dans l'organisation de ces scrutins. On les découvre avec Moussa Nikiema et Eric Kimou. À quelques semaines des élections locales, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a, à travers une conférence de presse, évoqué ce qu'il a qualifié d'anomalie importante dans l'organisation du scrutin. La révision de la liste électorale a eu peu d'engouement des populations pour l'opération de révision à cause du déficit d'information des populations des zones rurales. Une transhumance des populations consistant à des déplacements massifs d'électeurs savamment préparés et mis en œuvre à grande échelle. La révision de la liste électorale devrait être annuelle. On n'a pas qu'à attendre seulement les élections pour le faire. Le porte-parole du PDCI n'a pas manqué de faire des recommandations. Un nettoyage intégral de la liste électorale est absolument nécessaire en adoptant de nouvelles mesures consensuelles. À cette fin, un comité ad hoc des personnes extérieures et compétentes avérées pourrait être mis en place pour traiter toutes ces anomalies. Un délai maximum de 10 jours suffit pour respecter le chronogramme. Les élections municipales et régionales ivoiriennes de 2023 ont lieu le 2 septembre 2023 afin de renouveler les conseils municipaux et régionaux de Côte d'Ivoire. Il a plu aujourd'hui et ce sera pratiquement ainsi tout le mois de juin. Inutile de rappeler que nous sommes entrés dans la grande saison des pluies avec son lot d'aléas, entre autres désagréments causés par l'abondance des averses, le ralentissement de certaines activités commerciales, entre baisse de recettes et risque des activités en liaison avec les secteurs des transports ou de la livraison par exemple ne sont pas très évidentes. Comment s'en sortent les concernés? Les réponses dans ce sujet de Nadia Edja, Bénédicte Siluyer et Tanguy Conan. Si le métier de livreur n'est pas de tout repos en saison sèche, la pluie reste l'un des pires obstacles du secteur. Voilà plusieurs minutes que ce livreur tente de joindre sous la pluie l'un de ses clients. Cette situation, il la rencontre très souvent pendant cette période. Conséquence, une baisse de son rendement et donc de son chiffre d'affaires. Et puis aussi, il y a d'autres. Bon, quand on les appelle, ils ne peuvent pas sortir parce qu'il pleut. Ils disent que non, de remettre à un autre jour que parce qu'ils ne peuvent pas sortir sous la pluie. Présentement, j'ai jusqu'à 25 personnes à livrer comme ça. Bon, normalement, aux heures comme ça, là, j'ai déjà pratiquement presque fini. Mais actuellement, je ne suis même pas encore à 7 colis livrés. On ne peut pas rouler vite. C'est dangereux, quoi. C'est dangereux de rouler aussi sous la pluie. Mais on ne peut pas faire autrement. En plus de la baisse des recettes, les livreurs doivent faire face durant cette période à l'endommagement de certains articles et au manque d'indulgence des clients. Actuellement, même là, si ils renversent là, les étiquettes là sont gâtées. Les prix, tout, on ne peut pas voir. Tout est mouillé. Il y a d'autres, ils prennent sans problème, mais il y a d'autres aussi là, ils disent non, il faut retourner. Ça crée même des problèmes souvent avec les boutiques, les remboursements et tout ça. Des clients que les chauffeurs de taxi peinent à trouver. Ils sillonnent les rues à la recherche d'éventuels clients, bravant les zones inondées, sans vraiment avoir gain de cause. Quand il pleut, on n'arrive pas à trembler, on n'arrive même pas à faire la recette. Quand il pleut même là, c'est-à-dire tous les coups, à peu près il y a d'autres coups qui sont inondés. Bon, ça fait que nous-mêmes là, bon, les clients ne sortent pas, donc tu tournes, tu peux faire des heures. Souvent même en temps de chez clients, tu ne gagnes pas. La rareté des clients, un point commun à plusieurs commerçants, dont Fatoumata, vendeuse de pain. La pluie qui tombe ne freine pas son courage malgré le risque de maladie. J'étais là pendant qu'il pleuvait, j'étais là. Je suis restée quand la pluie a cessé. Ça me fatigue. Oui, je suis arrêtée la même fois, mais je n'ai pas de choix. Je paye facture de l'eau, courant. Une période difficile à braver par ces commerçants qui espèrent vivement la fin des pluies afin de retrouver le dynamisme de leurs activités. À l'étranger, les Maliens ont voté hier 18 juin à l'occasion d'un référendum sur une nouvelle constitution. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. Malgré la présence de quelques observateurs internationaux, l'insécurité a empêché le vote dans certaines localités. Nous serons dans quelques instants en duplex avec le journaliste spécialiste du Sahel, Serge Daniel. Mais avant, je vous propose de faire le point avec Nadia Edja. Les autorités maliennes veulent doter le pays d'une nouvelle constitution, malgré un pays en proie à l'insécurité, notamment sa partie septentrionale, où des groupes armés font la loi. 8 millions d'électeurs étaient attendus à ce référendum. C'est à Kati, dans un centre de vote, que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, vote au référendum constitutionnel. Et je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant.
un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. C'est le premier vote ayant valeur de test depuis l'avènement de la junte il y a 3 ans. Dans la capitale, le scrutin s'est déroulé sans grande difficulté. Non, on n'a pas eu de difficulté avec nos délégués d'abord et également avec les présidents des bureaux. Parce que chaque fois, quand on fait la ronde, il suffit de se présenter seulement comme étant le superviseur de la Cour constitutionnelle. Il vous laisse travailler avec votre délégué. Voilà, on n'a pas eu de problème. Pour le moment, jusqu'ici, je peux dire alhamdulillah dans notre bureau. Il n'y a pas eu de chamaillement, il n'y a pas eu de casse. Et je pense qu'il ne s'est passé en tout cas pas 5 minutes. Ni Je ne crois pas que le taux sera faible. Ça, c'est mon point de vue. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et j'espère que le taux sera à mesure de souhait. Ceux qui sont venus, ils ont vu leur bulletin de vote, ils ont retiré, ils ont voté. Bon, maintenant, on a été confronté à un seul cas où on avait une omission d'une fiche d'émargement. Mais la crainte des attaques djihadistes et les désaccords politiques ont empêché sa tenue dans plusieurs localités, notamment dans le nord, où les attaques des groupes armés sont fréquentes. La constitution proposée fait la part belle aux forces armées et se distingue surtout en renforçant les pouvoirs du président. Elle prévoit l'amnistie pour les auteurs de coups d'État antérieurs à sa promulgation et alimente les spéculations persistantes sur une éventuelle candidature du colonel Goïta à la présidentielle. Les détracteurs du projet décrivent un texte taillé sur mesure pour un maintien des militaires au pouvoir, au-delà de la présidentielle, prévue en février 2024. Et nous sommes en direct avec le journaliste Serge Daniel, spécialiste du Sahel. Serge Daniel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce qu'on peut dire que le référendum s'est bien passé au Mali ? Dans l'ensemble, le vote s'est passé dans le calme. Le vote s'est passé dans le calme, disons-le. Il y a eu quelques problèmes de matériel, notamment vers la région de Tombouctou, mais il était plutôt timide. Alors, il y a une ONG qui a déployé 3000 personnes observateurs sur le terrain, qui estime que dans l'ensemble, ça s'est bien passé et que, par exemple, il y a eu des incidents. Dans le centre, il y a eu des djihadistes qui sont intervenus pour enlever des urnes. Un président de bureau de vote a été, par exemple, kidnappé. Ailleurs, il n'y avait pas de bulletin de vote, même que dans l'ensemble, ça s'est plutôt passé dans le calme. Sir Daniel, à l'heure actuelle, est-ce qu'on est en mesure d'avoir une idée sur le taux de participation à ce référendum ? Alors, le taux de participation, selon Modèle Mali, c'est une ONG sérieuse qui a déployé 3000 personnes 3000 observateurs sur le terrain, estime que le taux de participation, en tout cas dans les bureaux de vote où il était représenté, serait de 27%. Mais on attend la proclamation, évidemment, des officiels des résultats pour en savoir davantage. Et jusqu'à quand la proclamation des résultats, justement ? Il faut attendre 72 heures encore pour savoir exactement si c'est le oui qui l'a emporté ou le non qui l'a emporté. Mais disons clairement, il y avait 2 bulletins, comme vous le savez. Le blanc, c'était pour le oui, et le rouge, c'était pour le non. C'est le oui qui devrait largement l'emporter. Malgré, justement, les appels au non lancés par des figures tutélaires religieuses au Mali ? C'est juste. Et justement, c'est l'un des défis. Après les élections, il va falloir il va falloir réconcilier tout ce monde-là. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que le vote ne s'est pas déroulé, par exemple, à Kidal, qui est une localité du nord-est du Mali, qui est contrôlée par les ex-rebelles. Il y a une polémique d'ailleurs, parce que pour les ex-rebelles, c'est dans toute la région que le vote ne s'est pas déroulé, ainsi que pour les observateurs. Mais aujourd'hui, le gouvernement, l'agence chargée de gérer les élections plutôt, a sorti un communiqué pour dire qu'il y a des localités qui ont voté dans cette région de Kidal. Donc après, les élections sont une petite étape vers la sortie de la transition, mais forcément, après les élections, il va falloir encore parler au Mali, à mon avis, de réconciliation nationale. Serge Daniel, est-ce que vous pensez que des voix s'élèveraient au Mali pour indiquer que le scrutin est entaché d'irrégularité, vu que, justement, certaines localités n'ont pas pu participer à ce vote ?
Ça, c'est sûr, parce que déjà, vous avez, au sein de la classe politique, au sein des associations politiques, au sein des associations religieuses musulmanes, vous avez des voix qui s'élèvent déjà pour expliquer que des recours seront introduits, des requêtes déjà sont introduites auprès de la Cour suprême et auprès de la Cour constitutionnelle pour invalider le scrutin. Serge Bako, dernière question avant de vous laisser partir. L'un des principaux enjeux de ce référendum au Mali, c'est éventuellement la candidature ou non du colonel Assimi Goïta aux prochaines élections présidentielles. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres au Mali, on imagine. Oui, c'est évident parce que il y a les débats ont commencé déjà au niveau des constitutionnalistes. D'autres disent oui, il peut être candidat parce que c'est une nouvelle constitution. D'autres disent non, il ne peut pas être candidat. Même débat au sein de la classe politique et des associations. Des associations de soutien à la candidature du colonel Assimi Goïta sont déjà connues, qui appellent à sa candidature, mais disons que l'intéressé lui-même n'a pas encore dit s'il était candidat officiellement ou pas, mais le débat a déjà commencé dans la capitale malienne et dans les autres localités du pays. Serge Daniel, les principaux défis qui restent à être relevés par le pouvoir de transition au Mali, passer cette étape du référendum? Alors, nous aurons les législatives, il y a les législatives, mais après, il y a quand même la présidentielle. Alors, il y a quand même un problème, c'est que le référendum, il fallait changer de constitution pour appliquer également les accords de paix d'Alger entre le gouvernement et les groupes armés. Et voilà que les groupes armés impliqués dans le processus de paix ne se reconnaissent pas dans le projet de référendum, donc ne se reconnaissent pas dans la nouvelle constitution et estiment que cette nouvelle constitution, si elle était adoptée, ne va pas prendre en compte leur demande pour faire avancer l'accord de paix d'Alger. Donc forcément, il va falloir renégocier avec eux, s'entendre, si vous permettez l'expression, sur ce que j'appelle un SMIC politique pour pouvoir aller de l'avant. Les chantiers qui restent donc à adresser sont énormes. En tout cas, merci beaucoup à vous, Serge Daniel, d'avoir répondu à nos questions. On espère vous retrouver pour d'autres éclairages sur la situation au Mali. Merci infiniment. Avec plaisir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous pourrez retrouver votre magazine de faits divers, Focus Faits divers. Ce soir, au cœur de cette émission, 4 agressions horribles qui ont été perpétrées sur des femmes dans la ville de Ndoussi. Ces femmes ont eu le malheur de rencontrer l'agresseur que la ville a surnommé le vampire de Ndoussi parce qu'il boit le sang de ses victimes. Elles ont été soit tailladées, soit démembrées et laissées pour mortes. Qui est ce dangereux criminel qui agresse et boit le sang de ses victimes? Rendez-vous ce soir dans Focus Faits divers. C'est après ce journal dans quelques instants. Et juste après Focus Faits divers, NCI Sport, au cœur de la Ligue 1 ivoirienne ce soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.